Présentation de l'Allier tous les mardis de 11h30 à midi. OK, attention. 1, 2, 3. Cheese! Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Bon matin tout le monde, vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maxime Dumais qui est avec vous pour la prochaine heure et demie, étudiant en orientation et conseiller en développement de carrière à la Croisée. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par une co-animatrice d'un jour. Ben oui. Salut Élise. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Ben oui, très bien. Alors, première fois que tu vas essayer la co-animation aujourd'hui. Ben oui, on essaye ça, on se lance, tu sais. On va rappeler aux auditeurs qu'habituellement tu es journaliste à l'émission, voilà. conseillère d'orientation
dans la vie. Exactement, conseillère d'orientation au privé. Exactement. Et aujourd'hui, ben, t'es obligé de prendre le rôle de co-animation. On salue notre co-animatrice, Jennifer. Ben oui, c'est ça, un bon rétablissement à Jen. Oui, la maladie a frappé aujourd'hui. Elle était bien triste de manquer cette émission. Ben oui. On te salue, puis on te dédie cette émission. Ben oui, c'est ça, exactement. Pourquoi pas? Et toi, ben, t'as manqué de pas être là. Fait que là, j'ai manqué d'animer ce show-là pendant une heure et demie. C'est ça, là, on n'est pas du verglas, fait que ça a été difficile de sortir de la course ce matin, mais on est là. On est là, puis on est content. Et vous faites attention à la maison, justement, là, un petit peu partout, c'est très glacé. Ouais. Et on vous souhaite bonne chance pour être en mesure d'enlever la couche sur l'auto. Vous pouvez nous écouter en même temps que vous le faites. Levez le son, justement. Et vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à l'émission. Oui. Alors, premièrement, on va être avec les dames de chez Septembre Éditeur qui viennent nous parler du livre, en fait, Entreprendre en pleine conscience, mais ils nous parleront pas du contenu, mais plutôt du contenant. OK. Donc, on va parler du monde de l'édition avec eux, puis comment tout le processus de l'édition de ce livre-là s'est passé. On rappelle que c'est le livre de Marie-Ève Lessine qu'on a parlé il y a un mois. Fait que comment il a été créé, en fait. Exactement. Voilà. En entrevue, En entrevue, on a les invités Marie-Pierre Laviolette puis Julie Lahaye d'Intégration TSA. Exactement. Alors, on va parler de justement cet organisme-là, mais aussi toute la réalité de la clientèle avec lesquelles ils interviennent au quotidien. On a notre collaboratrice Chantal Lepire, qui est CEO et présidente de l'Association québécoise des professionnels en développement de carrière, qui nous présente le tome 2 de sa thématique de la saison, qui sont les transitions professionnelles. Et en terminant, on a Karina qui va nous faire une chronique bien-être. Salut Karina! Salut! Alors, on vous rappelle que Karina, c'est notre... J'allais établir notre petit stagiaire maison. C'est correct, ça? Ça peut faire pour aujourd'hui. On trouvera de quoi de mieux plus tard. Ouais, c'est ça. Karina est stagiaire à la clinique de counseling et d'orientation de l'Université Laval, en fait, où on donne des services d'orientation et aussi des rencontres de groupe. Oui, exactement, ici à l'université. Est-ce qu'il y en a encore des rencontres de groupe présentement? Oui, il en reste... mais là, j'ai pas rechecké, mais je sais qu'il en reste. Il en reste quelques-unes. On peut aller sur le site Internet de toute façon et sur la page Facebook de la clinique de counseling. Exactement, tout est là. Et à la fin de l'émission, donc, tu nous fais une chronique bien-être. De quoi tu nous parles? Sur de l'estime de soi. Un thème quand même qui te touche beaucoup. Et tu as lu un livre, là, tu vas nous parler de l'estime de soi à travers la lecture d'un livre que tu as lu. Imparfait, libre et heureux. Ben oui, intéressant. Alors, on s'en parle en fin d'émission. C'est parti? C'est parti! Bonne émission tout le monde! Bonne émission! I'm talking about the happy days. Come on and talk about the happy days. Oh, happy days. Ooh, talking about a happy day. Yeah. Come on, I'm talking about happy days. Oh, yeah. Sing it. Yeah. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, chaque semaine, notre journaliste fait le tour du monde des nouvelles en lien avec l'orientation, le marché du travail, la psychologie. Là, on traite vraiment de tous nos sujets à l'émission au sens large. Oui, c'est ça exactement. Puis aujourd'hui, je vous apporte un article qui présente des articles. Ouais. Fait que c'est des articles de santé mentale au travail. Vous pouvez aller voir sur le site d'orientation.ceric.ca. Puis ça parle des risques psychosociaux au travail. Ils font ça quand même assez régulièrement, là, de regrouper les articles scientifiques qui retiennent l'attention. C'est ça, exactement. Ce qui est le fun dans ce moment-là, c'est que les professionnels en relation d'aide, ou monsieur et madame tout le monde, la vie va vite, on n'a pas le temps toujours de faire des recherches, ben ils se regroupent tous à la même place. C'est ça, là, c'est tout regroupé en fonction de la santé mentale au travail, puis c'est des articles pour monsieur, madame tout le monde, plus que les professionnels. Là. Il y a un moteur de recherche aussi, puis on peut chercher ces choses-là. Là, donc, oui, exactement. Donc, ça parle des risques psychosociaux au travail, la santé mentale, comment repenser le travail pour que ce soit mieux, justement, l'environnement, la détresse psychologique des femmes, la part de la famille, l'œuvre du travail, donc conciliation travail-famille.
éprouver plus de bonheur et moins de stress au travail. La santé mentale, s'épanouir au travail, s'épanouir dans la vie. Donc, ça parle des 2 sphères de vie, comment les concilier encore une fois. Connaissez-vous vraiment les gros mots au travail? Ça, c'est un article de France qui parle que le burn-out, c'est loin d'être le seul risque professionnel avec de sérieuses conséquences. Donc, ça démystifie les tabous. Puis, je peux en lancer un dernier comme ça, un article sur l'anxiété et la dépression au travail qui est toujours d'actualité, en fait, malheureusement. T'sais. Et oui, et ça peut être intéressant aussi des fois si vous vivez des choses justement au travail puis que vous avez besoin de ressources, ben, ça peut être le genre de choses d'aller lire des recherches, de voir qu'on n'est pas seul. Souvent dans les articles, il y a des trucs aussi. Je pense que ça, amener un côté professionnel, ça peut peut-être sortir de l'isolement puis normaliser un peu l'expérience des gens puis les pousser à aller vers les bonnes ressources. Tu as bien raison. Puis à toutes les fois que tu présentes des nouvelles, il y a toujours une petite partie ressources. Donc souvent dans une nouvelle comme ça termine en donnant justement des trucs pratiques. C'est ça. Non, c'est vraiment des nouvelles très pertinentes. Et alors, un peu plus tard dans l'émission, tu nous parles des bancs d'école au marché du travail, comment favoriser la transition. Oui, exactement. Et finalement? Et la persévérance scolaire, aller à l'école ou au travail. Alors, vers 11h, 11h05, on va continuer ce tour d'actualité. Pour l'instant, on commence en chanson. On va écouter une chanson de Adriana Triana qui est Freedom. Alors, libre aujourd'hui. Mais oui. Alors, on vous le souhaite d'être libre aujourd'hui et heureux avec bonheur et vice-versa. Juste après la pause publicitaire et musicale, on est avec les dames de chez Septembre Éditeur qui nous parlent du monde de l'édition. Restez à l'écoute. I'm up like an air balloon. I'm dancing on the moon. See, I'm loving myself first. It feels so damn good, it hurts. I called my mother, told her things gonna change. Together we are gonna break the chains. See, I'm here because the things she gave. My sister's gonna celebrate. Freedom, I got the thunder. I'm feeling stronger. The world is at my feet. Ooh, freedom, the trouble's over. I ain't going under. Freedom feels good to me. Ooh, yeah. Like a rocket going into space. Don't try to stop it 'cause I'm on my way. On my dreams cross the 7 seas. And ain't nobody taking that from me. I called my mother, told her things gonna change. Together we are gonna break the chains. And I'm thankful for all she gave. My sister's gonna celebrate. Freedom, I got the thunder. I'm feeling stronger. The world is at my feet. Oh, freedom, the trouble's over. I ain't going under. Freedom feels good to me. Ooh. Yeah. Freedom, yeah. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h42 et c'est un moment qu'on aime bien à l'émission parce qu'on parle de littérature, on parle de... Il y a de la musique, hein? Oui, c'est ça, je me disais. C'est le fun, là, mais fun, on t'entendait pas très bien. Le party pogné. On parle de littérature, on parle d'édition avec les dames de chez Septembre Éditeur. Et aujourd'hui, pour parler justement du monde de l'édition, on parle du livre de Marie-Ève Lessine qui est Entreprendre en conscience. Septembre, éditeur de contenu de choix et d'orientation depuis 35 ans, vous présente la Table ronde Septembre. Alors, chaque mois, on reçoit Lucie Demers et Annick Dessel pour la Table ronde Septembre. Bonjour les filles. Allô? Bonjour.
Alors, Annick, si tu veux prendre le micro juste là, je pense que ça va bien aller, hein, comme ça. Ça va mieux aller. Super. T'as pas l'habitude de pas prendre ta place. Mais j'avoue, mais là, je sais pas pourquoi. Là, En tant que directrice générale, justement, ça doit t'arriver souvent de devoir aller au front pour défendre les idées de Septembre éditeur, de défendre des livres, tes auteurs. Ben oui, je dirais pas aller au front parce que c'est jamais vraiment confrontant, mais c'est palpitant. Plutôt. C'est palpitant. Ouais. Puis toi, ta job en tant que directrice générale au sein de Septembre éditeur, vraiment en résumé, là, à quoi ça ressemble? Ben moi, c'est plus la gestion des RH, la gestion des communications puis la gestion des finances. Okay. C'est vraiment ça mon rôle. Parce que ça, aujourd'hui, justement, comme on disait aux auditeurs, on parle du monde de l'édition, fait que c'est peut-être le fun de s'imager ce que vous faites au quotidien. Toi, Lucie, en tant que conseillère d'orientation, mais surtout éditrice éditoriale? Non, Directrice éditoriale. Directrice éditoriale chez Septembre éditeur. C'est quoi ta job au quotidien? Ben moi, j'accompagne les auteurs. Je suis vraiment centrée sur le contenu. Donc, j'ai un rôle qui est un petit peu plus homogène, mais d'un bout à l'autre du livre, là, Annick s'implique beaucoup dans la promo, mais autrement, tout ce quand c'est l'écriture et tout, c'est moi qui travaille avec l'auteur. Puis il y a une grosse place de création au sein de vos deux postes là, quand on est dans une maison d'édition, j'imagine. Oui, ben en fait, nous, ce qu'on aime faire, Lucie et moi, c'est travailler en équipe sur des projets, donc les pousser pour qu'ils soient fantastiques. Fait qu'on a deux visions souvent très différentes, mais complémentaires. Fait que ça fait souvent notre force, c'est que quand on a des idées, ben on est capable ensemble de les moduler afin qu'ils soient vraiment super puis répondre aux besoins du marché puis du public. La force du groupe, c'est pour ça Ben qu'on oui, connaît vraiment. qu'on anime en duo aussi. Hein? Ben oui, c'est ça, utiliser les forces de chacun. Hein. Exactement. Et là, aujourd'hui, on parle vraiment du monde de l'édition. Vous nous expliquez comment on publie un livre. Oui, on fait un quiz! Ah, c'est le fun, ça. Puis on a décidé de prendre comme exemple le livre de Marie-Ève Lessine parce que vous en avez parlé dans le fond à la dernière chronique. Ceux qui l'ont pas vu, on répétera pas, mais pas la dernière, peut-être l'avant-dernière là au mois de février, oui. où Marie-Ève présentait son contenu. Et là, on a décidé de le prendre en exemple pour expliquer différents aspects peut-être méconnus du monde de l'édition. Peut-être les auditeurs, juste vous situer, Marie-Ève Lessine, qui est en fait une thérapeute pleine conscience et une professeure en méditation qui fait beaucoup d'événements là au monastère des Augustines, a sorti un tout nouveau livre qui s'appelle Entreprendre en conscience, qui a été publié chez Septembre éditeur. C'est tout frais, tout récent, puis c'est déjà un beau succès. Oui, ça va très bien. Bon, ben on est bien content. On félicite Marie-Ève, puis elle est aussi chroniqueuse spéciale à notre émission. Fait on l'aime bien. Ben oui, on l'aime. Et SEO aussi. Oui, elle est conseillère d'orientation aussi, c'est vrai. Alors, on fait un quiz aujourd'hui. Oui. Avec là, ça se peut qu'on ait l'air fou, moi puis Élise. Là. Ben non, on a pas du tout. L'idée, c'est justement, on est folle de même, nous autres. On fait des concepts. Donc, on s'est dit, on va dire la même affaire, mais en vous faisant travailler un petit peu. Donc, on va vous poser, on a quelques questions, puis on invite les auditeurs vraiment à participer dans votre tête, à essayer d'avoir les bonnes réponses. Mais là, pour les besoins de la chose, ça va être Élise et Maxime, nos... on est prêts. Est-ce qu'on a les réponses sur la feuille? Ben non, okay, voyons donc. On va dire aux auditeurs, on a quand même une petite feuille qui nous aide à vous suivre, mais on n'a pas les réponses! On aurait l'air pas pire là, si on avait les réponses avant nous. Je sais pas, là, Lise, j'avais comme le goût de faker à la radio, mais non, OK, c'est pas du des real. questions difficiles, vous allez voir. D'ailleurs, la première, vous en avez peut-être une petite idée parce que vous étiez là au lancement. Alors, peut-être que vous savez. Donc, la première question, vous êtes prêts? On est prêts. Combien de temps s'est-il écoulé entre la première rencontre avec Marie-Ève Lessine et son lancement? Donc, la première fois, elle est venue nous présenter son projet. Elle l'a dit dans son lancement, hein, je pense, mais moi, tu t'en souviens-tu? Non, je m'en souviens pas. Il me semble que c'était quand même un long processus qui avait pris là, 1 an ou peut-être plus, puis était même parti en voyage. C'était assez long, il me semble. Ouais. Ça. Ben, 1 an, peut-être plus, tu l'as. Quand, Yeah! dans le fond, Bravo, Max. on connaissait déjà Marie-Ève, mais là, la rencontre où elle est venue nous présenter son projet, c'était en janvier 2019. Puis elle a publié, lancé son livre en février 2020. Fait que ça a été un petit peu plus qu'1 an. Ben, c'est rapide, moi, je trouve. C'est quand même rapide, Ok, mais je veux c'est dire, ça. il y a quand même 30 000 mots d'écrits entre les deux. Donc, Marie-Ève a été rapide, en effet. C'est ça. Mais donc, juste cette question-là nous permet d'aborder un petit peu les premières étapes de l'édition. Donc, une fois que Marie-Ève, tu sais, elle écrit tout ça, bon, il y a une partie où elle est dans sa bulle. Ben, nous, après ça, on lit le livre, on leur retourne les commentaires, elle revient et tout ça, on fait un aller-retour comme ça. Puis, il y a eu un comité de lecture, je vais y revenir, mais après ça, là, vraiment, les principales étapes, c'est la révision linguistique, le montage en infographie et l'impression. Puis là, commence la promotion, finalement, là, où Marie-Ève parle de son livre puis le porte à Tout travers. ça se fait en 1 an. Ouais, Mais c'est il y a quand même aussi, rapide. avant ça, là, il me semble, il y a comme le moment aussi où on vous rencontre, puis parce que on en avait déjà parlé ensemble, c'est pas une cachette, j'aime ça écrire et tout le kit. Dans ma vie, j'aimerais ça publier un livre, puis tu m'as dit, Lucie et Annick aussi, mais Maxime, on a un guide pour les auteurs, puis moi, ça m'avait vraiment comme rassuré.
Puis ça, est-ce que vous le donnez à tous les auteurs automatiquement? Oui, en fait, tous ceux qui nous présentent un projet, souvent, c'est la première étape parce qu'au début, on rencontrait tout le monde, on jasait beaucoup, puis on s'apercevait que des fois, on est humain, fait qu'on en oublie des petits bouts, tu sais, des éléments. Fait qu'on s'est dit cet été, ça serait hot d'avoir comme tout ce qu'on dit rassemblé. Fait que cet été, Lucie et moi, on s'est appliqués à écrire un livre au complet qui est notre guide de l'auteur. Fait qu'il fait un peu le tour de tout. Je l'ai pas, ça, je pense. Non, on est en train de le faire. Je le veux. Mais en même temps, j'ai comme l'impression quand tu dis, tu sais, vous parlez beaucoup, mettons, avec les auteurs, mais c'est ça que j'allais vous dire, c'est que, tu sais, des fois, on a une idée, puis on a l'impression que, OK, là, tu sais, cette idée-là, je veux la transporter, j'ai le goût d'écrire, mais quand on se met à parler avec vous, sûrement que des fois, il y a des gens qui décident, qui se disent, oh, OK, finalement, j'ai une bonne idée, mais c'est pas un livre, c'est une idée. Oui, ça arrive souvent. On a des gens qui arrivent, puis finalement, même qui tentent de l'écrire, puis se rendent compte en milieu de cheminement que 30 000 mots, ça demande peut-être plus de jus qu'il y en aurait. Nous, en moyenne, un livre, c'est 30 000 mots. Au minimum, c'est 22 000, mais ça fait pas un très gros contenu. 30 000. Ouais, 30 000 c'est pas mots. pour tout le monde. On peut répandre nos idées de d'autres manières si c'est pas pour nous. C'est ça. Là. Souvent, on leur conseille, écrivez sur le blog de Mon Emploi. Parce que souvent, si on n'a pas le contenu assez dense, c'est correct aussi. On peut faire plusieurs articles de blog. Nous, ça nous plaît aussi. Et dans le fond, Mon Emploi, peut-être pour éclairer les auditeurs, c'est le site de Septembre Éditeur. C'est un des sites. Dans le fond, oui. on a un site pour nos livres, pour présenter nos ouvrages. Puis on a aussi le site Mon Emploi, qui est un répertoire des carrières et formations au Québec. Fait que vraiment une liste exhaustive avec un test RIASEC gratuit puis d'autres outils numériques. Puis un beau magazine, dans le fond, un blog avec plein de contributeurs comme Louis Cournoyer, comme plein de gens qui contribuent à parler et puis à avoir des contenus intéressants. On vous invite à aller sur monemploi.com dès maintenant puis à le mettre dans vos favoris. Oui. Une deuxième question? Oui. Alors, celle-là, il y a 4 choix de réponse, donc soyez attentifs. J'essaie de pas aller trop vite pour les auditeurs. Moi, donc, j'aime ça, là. Oui, c'est le fun. Entreprendre en conscience a été soumis à un comité de lecture, j'en parlais tantôt. Alors, je vous demande en quoi ça consiste un comité de lecture. Il y a 4 choix. Donc, le premier, des amis de l'auteur conseillent celui-ci de façon informelle. 2, des personnes sont recrutées par l'éditeur et répondent à des questions sur le livre. 3, des experts, des lecteurs potentiels et des amis de l'auteur se regroupent pour donner leur avis dans un focus group. Et 4, des clients qui ont acheté le livre après sa publication donnent leur rétroaction à l'éditeur. Moi, j'ai la réponse, je pense, mais vas-y, là, un peu. Moi, j'irais avec 3. Oui, moi aussi. Donc, vous dites que c'est des experts, des lecteurs potentiels et des amis de l'auteur qui donnent leur avis via un focus group. Ouais. Oui, mais j'aurais juste un petit hic. Moi, je dirais c'est toutes les 4. Moi, à part le... Non, ça marche pas. Le dernier... le dernier, ça marche pas, c'est ça. C'est sûr que tout ce monde-là pourrait être consulté. Oui. Nous, dans le cas de Marie-Ève, on y est allé avec B. Donc, on a recruté des personnes pour répondre à des questions sur le livre parce qu'on voulait vérifier certains aspects en particulier. J'hésite entre les deux. Non, c'est ça. Mais ça se pourrait. On pourrait aussi faire des focus group. Dans le cas de Marie-Ève, ça a été ça. C'est juste qu'en mode focus group, c'était peut-être un petit peu moins adapté avec la distance et tout. Donc, on est allé en mode questionnaire. Puis, ça arrive aussi que des auteurs le font de leur propre initiative, demander des conseils à leurs amis ou à leurs collègues, peu importe. Ça, c'est aussi valide. C'est juste que organisé par l'éditeur, comme nous, on le fait, c'était plus facile de regrouper des lecteurs représentatifs, disons, de ceux qui sont visés par le livre. C'est quand même un bon feedback à avoir. Puis des gens qui connaissent pas nécessairement l'auteur, C'est qui ont ça. un avis un peu plus neutre, mais il faut dire que c'est pas évident non plus pour l'auteur nécessairement de recevoir ces commentaires-là. Je pense que c'est un effort sur l'ego constant pour avoir été moi-même auteur, pour avoir fait lire mon livre avant. C'est une belle preuve d'humilité. Oui, là, c'est une tu sais, preuve d'humilité, mais ça rend le contenu beaucoup meilleur une fois qu'on a passé ce petit stade-là d'acceptation que la critique était pour rendre le contenu meilleur. Donc, vous diriez que c'est mieux que ce soit pas des amis ou des connaissances ou les deux. Oui, c'est ça. Certains vont avoir un avis plus objectif, mais ça vaut la peine quand même d'avoir l'avis du lecteur type. Tu sais, si la personne est susceptible d'être visée par le contenu du livre, est tout aussi bonne, mais juste cette personne-là, si c'est une amie proche, ça manque peut-être un petit peu d'objectivité. Oui, il va peut-être en avoir, mais il y a peut-être des choses qu'on pourra aller encore plus loin que l'ami ne sera pas porté à faire. Puis c'est drôle parce que vous parlez de ça, puis là, tu sais, Marie-Ève, Lessine est très transparente sur ses réseaux sociaux, puis j'ai l'impression de tout me rappeler le fil de l'histoire de l'écriture du livre parce que j'étais tellement fière de elle qu'à toutes les semaines, j'étais comme, OK, un autre petit pas. OK, troisième question. Donc, pourquoi on a décidé de publier Marie-Ève? On est embarqué un petit peu là-dedans tantôt. Là. Qu'est-ce qui fait qu'un éditeur choisit un auteur? Alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'on a décidé de publier ce livre-là?
J'imagine que elle fait sens par rapport aux valeurs de l'entreprise ou vos valeurs à vous. Là. La pertinence du sujet socialement présentement dans la société d'aujourd'hui, puis dans... Ben, vous avez d'excellents éléments de réponse. Nous, ben, c'est ça. Quand on examine un projet de livre, bien sûr qu'on se demande si le livre est pertinent. On fait des études de marché pour voir s'il n'y en a pas déjà un d'écrit là-dessus. On se demande aussi si nos lecteurs, c'est les bons lecteurs pour ce type de contenu-là. Tu sais, si quelqu'un nous arrive avec un livre de recettes, on va dire, ben nous autres, c'est pas nécessairement là-dedans qu'on joue. Donc, puis il y a aussi un aspect de l'auteur, parce que sans dire là, qu'on fait de la sélection sur la personnalité, comme une entrevue, faut vérifier si l'auteur, lui, par exemple, a l'intention d'en parler de son livre, ou si pour lui, tu sais, il y en a, c'est pas arrivé chez nous, là, ça arrive jamais chez nous, mais il y en a qui rêvent juste de voir leur nom sur une couverture de livre, puis après ça, ben ils s'en occupent plus. Tu sais, nous autres, on aime mieux quand que l'auteur est fier de son livre, puis il continue de le porter une fois qu'il est publié. Fait que c'est différents aspects, je les ai pas toutes, sont toutes dans le guide de l'auteur, mais nous, dans le cas de Marie-Ève, tu sais, les étoiles étaient vraiment alignées pour avoir une auteure fière de ce qu'elle fait, proactive, originale, avec un contenu qui était super pertinent pour le public. Et là, peut-être que les gens à la maison, tu disais, ben, on publie pas de livres de recettes, mais tu sais, chez Septembre Éditeur, il y a des gens qui savent peut-être pas ce que vous publiez. Puis la prochaine question est en lien avec ça. Exactement. Fait que Septembre ne publie pas que des livres en orientation choix de carrière, bien entendu. Donc, j'ai donné la réponse. Oh mon Dieu! Alors, c'était vrai ou faux? C'était faux. Exactement. Faux. C'était facile, ça. Oui, là, c'était facile. Mais il y a beaucoup de gens qui croient ça parce qu'on a un passé entrepreneurial très long. On fait quand même, ça fait 38 ans qu'on existe et qu'on publie dans ce domaine-là. C'était surtout ça au début, la ligne éditoriale. La ligne éditoriale d'une maison d'édition, c'est vraiment son angle de marché. Sur quoi elle publie, qu'est-ce qu'elle fait. Nous, avec les années, ben, on l'a retravaillé. Depuis 3 ans que Lucie et moi, on travaille ensemble. Puis on a aussi développé d'autres projets. Entre autres, Opération Avenir, qui est quelque chose qu'on a lancé cette année pour la 2e année, qui est pas du tout un livre, qui est un fascicule, puis qui est donné gratuitement, puis qui est envoyé aux écoles qui en font la demande. Fait que c'était vraiment un projet différent. C'est un projet où là, on n'a pas vraiment d'auteur. C'est plus Septembre qui travaille les contenus avec une équipe en arrière pour rédiger, pour vérifier, pour faire le graphisme. Et là, moi, j'ai une question plate, là, mais quand tu offres un fascicule gratuit de même, où est-ce que tu l'as fait, ton argent? Parce qu'il faut pas que bonne question, faut bien que vous ben mangiez, oui. vous autres, là. Oui, pareil. Ben, en fait, c'est simple. C'est un projet qui est basé sur la contribution de partenaires. Fait qu'à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était un peu un rêve fou parce que il y a beaucoup d'ordres professionnels, de comités sectoriels de main-d'œuvre qui représentent des domaines qui font du matériel pédagogique. Mais ils font tout un peu séparés. Hein, chacun prêche pour sa paroisse. Et puis moi, mon rêve, c'était pour les étudiants du secondaire de regrouper plein de domaines parce que je trouve qu'en orientation, même si malheureusement, j'ai pas mes petites lettres à la fin de mon nom, moi, je trouve qu'il faut donner plusieurs choix aux jeunes qui voient plein de choses. C'est un peu la mission aussi de Septembre Éditeur de rassembler les informations de un peu monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est ça. Fait que moi, je suis allée à la recherche de partenaires qui étaient ouverts à faire ça avec moi. Fait qu'il a quand même fallu que je les convainque de mon projet, un peu fou. Puis qui fonctionne. Combien de copies? Ben, cette année, 25 000. Hey. Wow. L'année dernière, 15 000. Wow. Puis, on parle d'une augmentation de 10 000. Oui. Hein? Oui, c'est un petit peu fou. Oui, puis le fascicule est vraiment intéressant. Puis on peut l'avoir sur votre site Internet. Oui, dans le fond, ben, il y a un site pour lui qui s'appelle opérationavenir.com. Fait que c'est gratuit. On peut faire la commande du fascicule papier. C'est livré gratuit. Tout est gratuit. Oui. On peut le télécharger aussi quand on est parent ou quand on est professionnel de l'orientation ou on s'intéresse à ça. Fait que c'est le genre de projet qu'on développe aussi. Souvent, les gens ne savent pas qu'on fait plein de choses. On fait des bases de données, on fait des outils numériques, on fait du contenu pédagogique pour d'autres. Fait qu'on s'amuse beaucoup comme éditeur à toujours travailler le contenu avec des gens. Fait qu'on dit qu'on fait souvent plus le contenant que le contenu parce que le contenu, il vient toujours des professionnels d'un domaine X, Y, Z, mais on le travaille avec eux. Fait que et là, finalement, on parlait de la thématique au début de notre tirage. On est parti, il faut qu'on nous arrête, mais tu disais thématique, pas juste orientation. Fait que là, on élargit à quoi, mettons? Qu'est-ce qu'on mettrait comme autre? Bien, c'est ça. Nous, on a vraiment beaucoup travaillé de notre ligne éditoriale. Qu'est-ce qu'on voulait être comme entité? Puis on s'est arrêté au monde du travail, ce qui est beaucoup plus large que l'orientation. En effet. De là, puis là, j'ai passé ma question quiz, mais
comme Marie-Ève, son livre s'intègre très bien là-dedans parce que l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, se découvrir, travailler, à être plus heureux, ben nous, ça nous touche directement. Fait que c'est un domaine un petit peu plus large que juste l'orientation choix de carrière, quand même un domaine très large et varié. Mais on trouvait que ça exprimait mieux un peu la réalité de ce qu'on voulait faire dans l'entreprise. Oui. On y va avec une dernière question, peut-être? Ah oui, donc. OK. Fait que quand on publie avec un éditeur puis qu'on lui cède les droits pour qu'il produise le livre en échange de 10 % de redevance, c'est quoi l'avantage de publier avec un éditeur? Ben, la visibilité, bon... J'ai des choix, là. OK, OK, oui. OK. A, l'éditeur prend tout le risque financier, l'auteur ne risque que son temps. B, l'éditeur a la structure pour représenter le livre en librairie et dans les médias. C, l'éditeur accompagne l'auteur, autant pour l'écriture que dans toutes les étapes après de la publication. Ou D, vous l'avez deviné? Ben oui. Toutes ces réponses. c'est ça. On y va avec D, là. Oui, moi, je vais avec B aussi, mais tu sais, H serait tellement merveilleux. Mais c'est vrai. Non, c'est D, c'est toutes ces ça, réponses. toutes ces parce réponses. que c'est vrai que, ben oui, l'éditeur prend C'est fabuleux. en entier le risque financier de la publication. Ah, pour vrai? Oui. Je savais pas ça. Ça coûte rien publier. Si vous vous faites approcher par un éditeur et il vous dit ça va te coûter X, Y, Z, pas ou correct, il faut là. absolument que tu achètes X copies, en fait, il ne fait pas son devoir d'éditeur. Oui, il y a des modes de publication, on peut le faire, ça s'appelle acompte d'auteur. Quelqu'un qui voudrait avoir garder les droits de sa publication. Maxime, tu veux publier un livre, tu as absolument en faire plein d'affaires avec, puis tu es super entrepreneur, puis tu dis, moi, je veux pas laisser mes droits à l'éditeur. Ça peut se faire, mais on n'agira pas de la même façon. Un vrai contrat d'édition, c'est moi qui prends le risque financier, Septembre Éditeur, et puis l'auteur s'investit en temps, ce qui n'est pas rien, parce que ça peut prendre plusieurs heures écrire un livre. Risque financier, prix, Ouais. accompagnement. Oui. Et le troisième, c'était Visibilité, comme dans elle les dit médias. Oui, c'est ça. Alors là, c'est quasiment un tout inclus. Ben vraiment. Mais d'où l'importance de bien choisir l'auteur et voir la motivation. Tu sais. Oui, puis bien Exact. choisir son éditeur aussi, parce que Oui. c'est quand même un travail qui va se faire à deux. C'est comme un mariage. Fait qu'il faut bien voir comment ça va C'est fonctionner entre nous. C'est comme un mariage, puis moi, je trouve que c'est aussi comme un projet entrepreneurial parce Oui. qu'on a vu aussi toutes les étapes, la validation du C'est produit, ça. la réflexion. Et alors, à la maison, si jamais vous je sais pas, moi, vous vous posez des questions, que vous avez le goût d'écrire, il y a plein de façons de le faire, à la fois sur le blog de Mon Emploi, à la fois en communiquant à Nick ou Lucie pour une idée de livre. Mais oui, vous pouvez nous écrire à projet au pluriel à septembre.com, puis ça va arriver dans nos 2 boîtes. Ah, Fait que, wow. Préparez-vous, c'était la dernière question, mais qui va faire la conclusion. En fait, Allons-y. préparez-vous. Si jamais vous avez un projet éditorial à nous soumettre, déjà, si vous avez une petite table de matière, tu sais, c'est niaiseux, mais si vous faites déjà la table de matière de votre propre livre qui nous indique un petit peu quel contenu vous aborderiez, dans quel ordre, bien ça, c'est une bonne façon de nous présenter le projet puis d'avoir quelque chose un petit peu à présenter puis de vous préparer justement à qu'est-ce que vous allez faire là, une fois que ça va être sorti, tu sais, est-ce que vous allez faire des conférences, est-ce que vous allez proposer dans des congrès et tout ça. Fait que c'est comme une petite réflexion à avoir, puis nous, quand on vous rencontre, ben on vous donne notre guide de l'auteur puis on commence la relation à partir de là. Parfait. Bon, Mais le message est lancé. Ben oui. Merci beaucoup, les filles. On se retrouve le mois prochain. Est-ce que vous nous gardez la surprise de la prochaine chronique? On hésite entre 2, fait qu'on va vous garder la surprise. Ah, OK, c'est bon. Je pense que je ne le demanderai plus à aucun de mes invités Non, c'est collaborateurs. ça. Ils nous gardent tout le temps des surprises. Il n'y a personne hein. qui veut nous C'est parler ou correct. nous dire des petits secrets maudits. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis toutes les informations que vous avez données pendant la chronique, c'est le courriel et tout ça. On va tout le mettre dans notre publication du vendredi. Parfait. Super. Alors, on se retrouve dans un mois. Merci. Bye bye. On s'en va en pause musicale et publicitaire. Et juste après cette pause, on est avec les invités de la journée. Qui est-ce, Élise? C'est Marie-Pierre Laviolette et Julie Lahaye de l'organisme Intégration TSA. Exactement. On vous parle de l'organisme et sa clientèle dans quelques instants. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le 2e service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 13h, syntonisez le 2e service sur les ondes de Chiz 94.3. Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied. Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par 2 globetrotteurs de salon attachants, on te promet de te faire voyager sans trop te ruiner. Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3. Please stop asking, do you still love me? Don't know what to say. Let's speak in the morning. Please don't do this. I'm too far away. Don't know what to tell you, babe. No more hanging around. Oh, no more hanging around. Oh, now my sun's going down. Oh, telling me something isn't right. Something isn't right. Oh, bittersweet summer rain. I'm born again. All my broken pieces. Bittersweet summer rain. I'm born again. Ça arrive quelquefois. C'est le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa, fier partenaire de votre bien-être. Pendant la pause musicale, Élise, on disait que nous, on dit jamais de niaiserie. Ouais, non, jamais. Non, c'est pas vrai que les conseillers d'orientation, les étudiants... On est toujours très sérieux, très professionnels. Ben, je pense qu'à la maison, les gens sont capables de se rendre compte que les conseillers d'orientation, les professions de la relation d'aide, c'est des gens qui ont beaucoup de passion, qui sont très diversifiés. Ouais. Parce que, je sais pas, moi, l'image que je me faisais quand j'ai dit, mettons, là, je m'en vais conseiller d'orientation. Ouais. Mon ami de fille m'a dit, Maxime, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? T'es tellement excité, tellement vivant, tu parles tout le temps, comment tu vas faire? Ben oui, il y a plusieurs portes de sortie là, après maîtrise, même un bac en orientation. Là, tu peux être très polyvalent là-dedans. J'espère qu'en écoutant Bonheur et vice-versa, ça vous permet de voir toute cette belle diversité-là. Oui. C'est un peu une de nos missions aussi. Mais oui, on démystifie la profession. On démystifie la profession et à chaque semaine, on fait aussi le tour des nouvelles du monde du travail, de l'orientation et de la psychologie. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler, Élise, des bancs d'école au marché du travail. Comment favoriser la transition? Ben oui, le nombre de fois qu'on voit sur les offres d'emploi là doit posséder, je sais pas, 15 ans d'expérience. Puis souvent quand tu sors de l'école, ben t'en as pas d'expérience. Mais dans cet article-là, ça dit qu'il y a possibilité qu'en étudiant, on prenne de l'expérience, que ce soit pratique ou par observation. Puis ils nous disent que il y a plusieurs catégories d'initiatives d'apprentissage en milieu de travail. Par exemple, les stages. La plupart du temps, les stages sont dans les baccalauréats ou les maîtrises. Puis, c'est décrit comme étant un emploi temporaire qui offre la possibilité d'acquérir une expérience de travail, puis idéalement sous étroite supervision. Donc, c'est
comme si on prenait quelqu'un par la main puis on l'amenait au travail puis tranquillement, pas vite, il développe son autonomie. Donc, on peut utiliser cette expérience-là comme expérience valable de travail. Oui, tu peux marquer ça sur ton curriculum vitae sans problème. Là. Puis, dans ces stages-là, comme j'ai dit plus tôt, c'est soit par observation, donc tu regardes ce qui se passe sur l'environnement de travail, là, sur le lieu de travail, ou de pratique, donc c'est toi qui fais le travail progressivement. Donc, stage. Stage, exact. Ensuite de ça, on a le programme d'apprentissage. Dans le fond, c'est les nouveaux employés qui travaillent en compagnie d'un employé plus d'expérience. Donc, c'est plus long que le stage. Souvent, ça peut s'échelonner de 1 à 4 ans. Puis, c'est plus fréquent en contexte de formation professionnelle que à l'université. Oui, puis on s'entend que les stages aussi sont tous de longueur variée. Souvent, au baccalauréat, on va plus être dans l'observation. À la maîtrise, on est plus dans la pratique. Exact. Et si on prend exemple sur nous, on a quand même fait un stage d'1 an. 1 an, oui. Donc, moi, en sortant de là, j'avais l'impression d'avoir travaillé, là. Oui, c'est comme du travail. C'est juste que, comme j'ai dit plus tôt, c'est progressif. Une entrée progressive sur le marché du travail. Et surtout, la supervision, je pense que c'est plus qu'important, là. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Il y avait un autre truc qui s'appelle l'enseignement coopératif. C'est une expérience d'apprentissage en milieu de travail au cours de laquelle les étudiants ont généralement la possibilité de prolonger sur 2 ans leur dernière année d'études au premier cycle pour alterner entre trimestres, alterner entre les trimestres, les études et les stages. C'est 3 conseils qui sont très pertinents, mais je trouve que tu en oublies un, Élise. Ah oui, ce serait lequel? L'implication. L'implication, le bénévolat, effectivement. Exactement. C'est pas marqué peut-être dans l'article, mais l'implication bénévole, de faire des actions pour sa communauté, de s'impliquer dans un projet étudiant, exemple comme Bonheur et vice-versa. Ça fait du sens. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé mon stage, ma superviseure me disait, ben voyons donc, t'as donc bien une capacité à décrire l'orientation et le processus aux clients. Ben là... Compétences que tu as développées à la radio. Ben oui, toutes les semaines, les conseillers d'orientation viennent ici parler de leur travail. À un moment donné, je l'apprends, je l'assimile, puis je peux le transmettre. Oui, puis c'est une grande force dans nos stages. On est évalué à comment on présente la profession. Exactement. En fait. Donc, vous, à la maison, pensez à votre stage et de la façon que vous pouvez justement récolter le plus de compétences transférables par la suite sur le marché du travail. Exactement. Puis, il y en avait un petit dernier que j'y vois rapidement. C'est l'apprentissage par le service. Donc, c'est pendant les études, il y a possibilité de travailler à des projets réels dans le cadre des cours réguliers, souvent pour justement des organismes à but non lucratif. Donc, ça revient un peu à bénévolat, mais c'est plus des services de matériaux concrets à créer. Là. La deuxième nouvelle que tu nous parles assez rapidement, c'est la persévérance scolaire, aller à l'école ou au travail. Oui, donc en contexte de pénurie de main-d'œuvre, il y a encore la problématique des étudiants, comment les garder sur les bancs d'école versus qui restent au travail. Puis il y a une étude qui a été faite dans l'Outaouais. Puis ça disait que seulement 72% des employeurs qui disent que les employés mettent davantage de priorité sur leurs études que sur le travail. Puis là, on dit 72, ça a l'air gros, mais ça démontre quand même qu'il y a 30% des jeunes qui mettent davantage d'emphase sur le revenu du travail, ce qui est quand même beaucoup, tu sais. Puis ça dit par contre, sur une note plus positive, que c'est facile pour 85% des employeurs d'encourager les jeunes à compléter leurs études. Puis comme on le sait si bien, c'est vraiment une problématique qui est à long terme. Donc c'est avantageux pour tout le monde dans la société d'encourager les jeunes à rester sur les bancs d'école pour qu'ils aient les compétences nécessaires à long terme quand il y aura plus de pénurie de main-d'œuvre. Exactement. Le message est lancé de la part de Élise Joubert, conseillère d'orientation, que tu présentes chaque semaine les nouvelles à partir d'un collaborateur, un partenaire à l'émission. Oui, vous pouvez retrouver les nouvelles sur le site d'orientation.ceric.ca et vous abonner aussi au bulletin qui est chaque semaine lancé le jeudi. Exactement, c'est un bulletin qui arrive directement dans votre boîte courriel et il rassemble toutes les meilleures nouvelles du site Orientation. Alors, c'est à surveiller. Voilà. On s'en va maintenant en entrevue parler de l'organisme Intégration TSA. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Alors, cette semaine, à Bonheur et vice-versa, on n'a pas un invité bonheur, mais bien 2 invités bonheur. On est chanceux. On accueille en studio notre invitée première qui est, et j'ai pas le nom devant moi, Marie-Pierre Laviolette. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Là, je suis pas fin, j'aurais dû le savoir en plus. Hein? On se connaît un petit peu dans la vie. Oui. Alors, Marie-Pierre, tu es conseillère d'orientation. Oui. Et tu travailles chez Intégration TSA. Exactement. Tu es accompagnée de ta collègue qui est, elle, est-ce qu'on peut le dire comme ça, ta boss?
Oui, on peut dire ça. La directrice générale de chez Intégration TSA, Julie Lahaye. Bonjour. Bonjour Julie. Alors, bienvenue les filles en studio. Merci de l'invitation. Bienvenue. La première chose, on dirait que j'ai de la misère à te donner le rôle de directrice générale juste parce que t'as l'air si jeune. Mais c'est toujours la grande question, en effet. Oui. En même temps, ITSA a 4 ans, donc... Voilà. C'est un organisme qui est quand même nouveau. Très jeune. Ouais, très jeune. Un nouvel organisme. 4 ans, je suis étonnée. Dans ma tête, ça existait depuis plus longtemps. Vous avez réussi en 4 ans à quand même vous faire connaître. Oui, c'est un travail de longue haleine. En fait, à la base, c'est une initiative de parents. Donc, depuis 2016, mars 2016, on a ouvert notre service et on fête justement le 26 mars prochain notre 4e anniversaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est Intégration TSA? En fait, Intégration TSA, c'est un organisme qui répond à un besoin pour les adultes autistes de 21 ans et plus. Parce que quand on a un enfant différent... Trouble du spectre de l'autisme de l'ATSA. Oui, exactement. Hein? Donc, quand on a un enfant différent, il peut être scolarisé jusqu'à 21 ans dans les écoles adaptées. Mais quand on arrive à 21 ans, ben, les parents se retrouvent avec un trou de service, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec mon enfant. Donc, il y a des parents qui se sont regroupés et qui ont décidé de fonder Intégration TSA. Notre objectif, c'est que nos adultes soient capables d'avoir une vie active au niveau socio-professionnel. Et dans la clientèle qu'on reçoit, c'est sûr que c'est... Bon, tout le monde, on entend beaucoup parler de l'autisme maintenant, mais la clientèle que nous, on reçoit a besoin d'un soutien important. Donc, ce n'est pas des adultes qui vont pouvoir avoir un emploi tout seul, sans supervision. Oui, parce que maintenant, dans les nouvelles, il y a beaucoup de pubs ou en tout cas de vidéos, puis c'est toujours... Moi, j'aime ça les regarder parce que je trouve ça beau. Oui, puis il y a des séries télé aussi. Exact. Il y a des bientôt majeurs qui ont sorti. Oui. Dans notre tête, on a comme un peu l'impression qu'il y a une sorte d'autisme, puis c'est celle-là qui est représentative et eux, habituellement, réussissent quand même à travailler, mais pas celle qui est à votre organisme. C'est ça. On va voir, dans le fond, ceux qui sont, on va appeler de plus haut niveau, donc qui ont très peu besoin de soutien. Donc, c'est souvent des gens qui vont se rendre, qui vont pouvoir faire un parcours collégial, même parfois à l'université. De plus en plus, on voit des adultes. Il y a tout l'autre extrême, qui est des gens qui ont besoin de supervision 24 heures sur 24, qui vont souvent sortir dans les médias au niveau des... Parce que les familles ont besoin de soutien. Nous, on travaille entre les deux. OK. Donc, parce que c'est un continuum, j'imagine. Exactement. Ouais. Et une des particularités avec l'autisme qu'on savait peut-être un petit peu moins avant, c'est que c'est un continuum. Donc, on peut pas dire, tous ces adultes-là qui vivent avec un diagnostic d'autisme ont ce type de besoin-là. Donc, nous, les parents, c'était ça le besoin des familles, de dire, oui, il existe certaines choses, mais avec l'adulte que moi j'ai, dans le fond, mon enfant, il est capable d'être productif au travail, il est capable de faire certaines choses, mais ça y prend un soutien. Puis c'est là où est-ce qu'on arrive dans une zone grise et que ITSA a pris son essor là, il y a 4 ans parce que les parents se sont mobilisés, donc des parents de la Ville de Québec, qui se sont dit, non, moi, je veux que mon enfant soit capable d'être productif, qu'il soit capable d'être un citoyen actif, même si ça lui prend une structure d'accompagnement. Donc, c'est ce que nous, on a déployé là, depuis 4 ans. Et... on fait affaire avec le ministère de l'Éducation. On a un protocole d'entente avec le ministère de l'Éducation, donc on utilise 2 programmes scolaires. On utilise intégration sociale et intégration socio-professionnelle. Donc, ces 2 programmes-là sont enseignés par des enseignants? Non, c'est ça. La couleur du TSA, c'est qu'on est tous dans le domaine du social. Donc, que parce que là, je t'ai fait un signe parce que tu étais partie, là. Oui. Hein? C'était comme... Arrêtez-la, quelqu'un. Elle la connaît. Tu la connais, ton organisme? Mais oui, vraiment. Donc, on parlait premièrement de 4 ans d'existence. Oui. Est-ce que tu es là depuis 4 ans, Marie-Pierre? Non, moi, ça fait 1 an en janvier, là. Okay. Donc, Puis tu es conseillère d'orientation. Est-ce que tu pratiques l'orientation au sein de l'organisme? En fait, mon titre exact, c'est responsable du programme d'intégration socio-professionnelle. Okay. Donc, c'est un peu ce que Julie était en train d'expliquer. Oui. Il y a 2 différents programmes. Moi, je suis responsable de celui qui est vraiment là, qui concerne le socio-pro, donc le travail. Donc, le travail, donc l'orientation. Est-ce que c'est possible de faire des processus d'orientation avec des gens atteints du trouble du spectre de l'autisme? Pas dans le sens classique, peut-être, du processus d'orientation. Moi, en ce moment, mon rôle à ITSA, je le vois un petit peu plus comme étant de l'enseignement. Donc, c'est vraiment des cours que je donne, puis on apprend, c'est des cours qui leur permettent d'apprendre là, comment bien développer leurs habiletés de travail. Donc, la gestion des interactions au travail, la gestion du temps au travail. On fait quand même un bloc de connaissances de soi. On fait de la théorie, on apprend un peu là, les concepts là, qu'on voit en orientation classique, là, les intérêts, les aptitudes, les valeurs. Mais c'est sûr que je leur présente le concept de façon théorique, puis l'introspection, après, est un peu limitée. Parce que, bon, c'est ça qui est un défi avec cette clientèle-là, surtout avec le niveau de clientèle qu'on a. C'est pas des gens qui ont de la facilité à faire de l'introspection.
Fait que c'est sûr. Mais ça reste qu'ils sont quand même capables d'en faire. Fait que, tu sais, c'est toujours pertinent d'en faire avec tout le monde. Fait que... En tant que conseillère d'orientation, ou à la base, tu aurais été habituée à pousser le client dans cette réflexion-là, comment ça se passe dans ta tête, dans ton rôle? Comment il faut que tu te positionnes par rapport à ça avec cette clientèle? Ben moi, écoute... Tu sais, je suis juste tellement extrêmement fière. Quand je suis arrivée, par exemple, il y a 1 an, j'ai fait un genre d'évaluation de qu'est-ce qui était, tu sais, qu'est-ce qu'ils maîtrisaient en termes de concept. Puis juste l'évolution que j'ai vue en 1 an, même si c'est pas nécessairement des grosses introspections, mais juste le fait de maîtriser le vocabulaire par rapport au monde du travail, puis juste d'avoir fait une petite introspection, pour moi, c'est énorme. Tu sais, chaque petit changement, là, pour nous, c'est une grosse victoire. Puis j'imagine que ça devient aussi une clientèle très attachante. Ah, vraiment. Ouais. Moi, je les aime beaucoup. Fait que je suis très fière d'eux. Ça fait pas longtemps que tu as terminé tes études universitaires, hein? J'ai terminé ma maîtrise à l'été 2018. Donc là, ça a été ton premier emploi comme conseillère d'orientation. Oui, exactement. Vous voyez à la maison comment ça peut être diversifié, Vraiment. justement, la profession. Les groupes, mettons, le groupe de Marie-Pierre, présentement, ils sont combien, Julie? En fait, Marie-Pierre anime des activités pour toute la clientèle qui vient à ITSA. Donc, nous, pour le moment, on a 15 personnes qui sont en formation active et il y en a 7 qui ont terminé. Donc, Marie-Pierre anime pour tous ces adultes-là. Ce que je peux peut-être juste nuancer, c'est que le ministère de l'Éducation nous a remis un programme. Il y a un programme socio-professionnel. C'est ça, ils m'ont dit tiens. Fait qu'avant l'arrivée de Marie-Pierre, c'était, comme je le disais tantôt, c'est tous des gens dans le social. Fait que moi, je suis éducatrice spécialisée, j'ai d'autres gens dans mon équipe. On pensait pas nécessairement... de par le fait qu'en orientation, en fait, de façon générale, la clientèle autiste n'est pas enseignée beaucoup dans toutes les professions du domaine social. Donc, au départ, on a eu le programme du ministère, puis on a fait des adaptations. Mais quand Marie-Pierre est arrivée avec tout son volet clinique que vous avez en orientation, mais elle a pu vraiment adapter, puis on a axé sur des points plus spécifiques. Donc, on a vraiment adapté le programme du ministère de l'Éducation. Ce que je trouve intéressant, là, c'est que tu allais dire quelque chose. En tout cas, c'est comme ce que j'avais entendu. On pensait pas qu'en orientation, on pouvait aller dans ces sphères-là. Je pense que c'est ça. Hein? Ben, c'est drôle parce c'est le qu'on côté a eu... méconnu. Hein? Ben, on a eu un petit peu cette discussion-là, moi puis Marie-Pierre, parce que ben, tu sais, l'organisme que nous, on a mis sur pied, ça n'existe pas ailleurs. Faire de l'enseignement socio-professionnel avec des adultes autistes qui ont besoin de soutien important, il n'y a pas de comparatif ailleurs. Donc, je pouvais pas me comparer avec un autre organisme et dire, bon, ben eux, ils ont une conseillère en orientation, ça se peut. À Québec, on a les services d'Équitravail qui, normalement, vont desservir cette clientèle-là au niveau socio-professionnel. Et même ma clientèle que je reçois, moi, ils sont trop éloignés du marché du travail pour avoir le droit à des services en orientation. Parce que Équitravail, c'est l'organisme qui s'occupe plus de la réadaptation en santé mentale. Mais aussi en autisme. En autisme, c'est ça, exactement. Et de l'autre côté, il y a la croisée où je travaille qui va plus être du côté des déficiences physiques. Exact. Et vous, ben là, vous accueillez une clientèle comme l'Étape, mais qui a un peu plus de problèmes. Oui, qui a des problématiques plus lourdes, disons. Je pourrais dire ça comme ça. Puis... de cette partie-là, vous enseignez justement certaines choses et la place qu'a prise, en fait, Marie-Pierre a amené quelque chose vraiment de nouveau. Tout à fait, tout à fait. Mais si je peux me permettre, là, moi, quand j'ai lu l'offre d'emploi, évidemment, à la base, Julie, elle regardait plus pour une éducatrice spécialisée. Moi, j'ai lu l'offre, puis j'ai eu comme une illumination à dire comme c'est vraiment... les tâches m'intéressent parce que d'un, c'est tellement varié, puis il y a tout le volet enseignement, puis dans le fond, c'est ça, les cours que j'enseigne, ben, je les ai montés quasiment de A à Z parce que le ministère te donne un objectif final, mais il n'y avait pas de contenu de montée. Fait que ça a été un super beau défi, super stimulant pour moi, puis c'est sûr qu'il y a eu quand même de l'essai-erreur. Là, parce que... Tu dois être encore dans l'adaptation après seulement 1 an. Là. Oui, j'ai pas fini de monter tout mon contenu. C'est vraiment, vraiment long parce qu'on utilise beaucoup de visuels, il y a des pictogrammes. Fait que faut vraiment... Puis c'est ça, il y a des essais-erreurs. Des fois, j'essaie une activité, puis c'est... Oups, ça a vraiment pas marché. Ils n'ont rien compris. OK, c'est beau, on essaye autre chose. T'sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a tout ce volet-là. Il y a un volet intervention aussi parce qu'il faut quand même intervenir sur le plan comportemental. T'sais, évidemment, nous, notre clientèle, ils n'ont pas de troubles de comportement, mais il y a quand même souvent des petites spécificités, soit de l'anxiété, il y a beaucoup de diagnostics multiples, en fait, là, du TDAH, etc. Donc, il y a ce volet-là.
Puis c'est ça, il y a l'enseignement, puis il y a le volet... après, on les place aussi, on leur trouve des milieux de stage. C'est ça, c'est le fun, de les voir évoluer à l'extérieur de notre organisme. Fait qu'en tout cas, c'est... Dans le fond, ça, c'est un des services. Le deuxième service, rappelle-moi, c'est quoi? C'est au niveau du programme en intégration sociale. Intégration sociale. Donc là, c'est plus l'individu avec les autres, l'individu dans différents environnements. Fait que c'est sûr que c'est une combinaison avec le socio-professionnel. Est-ce qu'ils font les deux? Oui, ils font les deux. Donc, quand ils viennent à ITSA, l'objectif, c'est d'avoir une activité socio-professionnelle, mais pour faire ça, il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils soient capables d'être avec des gens, tout ça. Et ultimement, c'est un parcours de 3200 heures. Donc, on a à peu près, si une personne vient 4 jours semaine, parce qu'on on est ouvert du lundi au jeudi, si une personne vient 4 jours semaine, c'est 2 ans et demi. Donc, dans le 2 ans et demi, ils font le programme intégration sociale, le programme à Marie-Pierre en socio-professionnel. On a un atelier de travail dans nos locaux. Donc, on peut exécuter des tâches. Après ça, il y a les stages en entreprise. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais vous êtes situé à un endroit, vos locaux sont situés à un endroit de choix. Oui, on a déménagé il y a 1 an dans l'édifice du Groupe TAC. Donc, Groupe TAC qui est une entreprise adaptée. Donc, on a... Moi, j'ai eu la chance d'aller visiter TAC avec mon milieu de travail, puis c'est tellement inspirant d'aller faire un tour là-bas, vraiment, là, parce qu'on voit justement toutes ces personnes avec des limitations physiques, des limitations au niveau des problèmes psychologiques, mais qui sont tous ensemble, qui travaillent, qui sourient, qui sont actifs dans la société. Moi, j'ai trouvé ça, je suis sorti de là, wow! Exact. J'en avais pour 2-3 jours à flotter tellement que je trouvais ça beau. Vous êtes là-dedans au quotidien. Oui, sauf que je tiens juste à dire que la clientèle qu'on reçoit quand même, nous, à ITSA, ne serait pas dirigée en entreprise adaptée à cause... Non, parce qu'ils ont un niveau de soutien qui est important. OK. Donc, oui, c'est merveilleux. On est avec eux, ça nous a ouvert des possibilités puis une meilleure connaissance. Mais ça, c'est une difficulté qu'on a puis qu'on vit avec Marie-Pierre beaucoup. C'est que, là, on a bâti une formation. C'est comme si ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est ITSA école, on va dire. On continue à apprendre, mais là, on est dans une vision adulte, puis je veux être productif dans le monde du travail, puis je veux être un citoyen actif et autonome. C'est ça notre clé de ITSA. Mais ça a soulevé encore un autre problème parce que ça dure 3200 heures. Fait que dans 2 ans, le parent se retrouvait avec le même problème. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec mon adulte? Il a fait plein de réussites. Il a fait des stages en entreprise. Puis j'ai des entreprises qui nous invitent. Puis c'est pas des stages que d'habitude, ils ont dans d'autres milieux. Fait que c'est super plaisant. Mais on était face au même problème. Et comme je dis, les jeunes que je reçois ne sont pas dirigés en entreprise adaptée parce qu'ils ont un besoin de soutien. Oui, mais là, moi, je me demande, vu que vous êtes dans un local d'entreprise adaptée, les jeunes doivent vouloir travailler là? C'est certain que ça l'a ouvert la porte. C'est aussi pour ça qu'on a bâti un autre volet qui s'appelle les projets libellules. Et dans le cadre des projets libellules, là, l'école est finie. On a fini d'apprendre, c'est terminé. On est des travailleurs d'exception. Dans mon projet Libellule, j'ai 2 volets. J'en ai une qui s'appelle une équipe. Donc là, j'ai un partenariat avec TAC, qui est 1 journée par semaine. Donc aujourd'hui, le mercredi, j'ai une de mes éducatrices à moi, donc Laurence, qui est avec des gens qui ont terminé ma formation et qui travaillent chez TAC 1 journée par semaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans la présence de Laurence, mes travailleurs n'auraient pas été admissibles. Parce qu'il faut passer par Équitravail, il faut être admissible à Emploi Québec. Et donc, c'était pas possible. Par contre, avec cette collaboration-là, c'est possible. Mais ce n'est pas possible pour tous mes adultes. Donc, actuellement, j'en ai 4 qui travaillent chez TAC le mercredi. Donc, oui, ça, c'est une belle, en déménageant, tout ça, c'est une belle facilité, une belle collaboration. Ça va faire 2 ans en juin qu'on fait ça. Mais nous, on pensait avoir trouvé la solution. Ben oui, c'est ça. Puis là, c'est quoi la solution? Êtes-vous encore en train de la chercher? Ben là, ça nous en a pris une deuxième parce que là, tout le monde ne pouvait pas travailler chez TAC parce que, comme tu dis, vous êtes allé visiter, c'est énorme, c'est très grand. Mais c'est des emplois qui demandent quand même une certaine... je ne sais pas comment qualifier ça, mais il faut quand même avoir un certain niveau d'adaptation pour être en mesure de faire les tâches. Mais juste pour donner un exemple concret, moi, j'ai des jeunes qui ne lisent pas. Oui. Donc, quand je te demande de vérifier des codes barres sur des boîtes, ben c'est pas possible. Donc, on a parti un second volet qui s'appelle l'atelier Libellule. Et ça, en fait, on va annoncer le 26 mars, c'est notre événement. On fait notre 4e anniversaire. On fait un enquête silencieux. On a un scoop? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a un scoop. En fait, on a mis sur pied un atelier de travail pour les adultes pour qui ce n'était pas possible d'aller en équipe, donc chez TAC, entre autres. Et ce service-là est en opération grâce à un partenaire depuis la mi-janvier. Donc, si vous voulez en savoir plus, on vous invite à être là le 26 mars. Qu'est-ce qui se passe exactement le 26 mars? C'est où, quand, comment?
Oui, donc l'information est sur notre page Facebook. C'est dans l'édifice de la maison Mère Mallet, sur 945 des Stars de la Charité. On fait un encan silencieux. Donc, il y a plein de belles entreprises de la Ville de Québec qui nous ont remis des prix gratuitement. Toute l'information est sur notre page Facebook. Et le soir même, en fait, les prix sont mis à l'encan. Donc, c'est notre objectif, c'est 20 000 $. Donc, c'est un objectif qui est quand même ambitieux. Mais on annonce une belle nouvelle. En fait, on a plusieurs belles nouvelles, mais entre autres, là, au niveau des projets libellules. Donc, maintenant, ça va nous permettre d'avoir un continuum de service, c'est-à-dire que l'adulte rentre chez nous en la formation. Avec le travail de mon équipe, de Marie-Pierre, tout ça, on va être capable de voir est-ce que c'est possible, entreprise adaptée, parce qu'on en a des jeunes qui sont allés. J'ai 2 personnes qui travaillent chez Société Via en autonomie, mais il faut comprendre que la tâche était beaucoup plus simple, comme tu l'as dit tantôt, taxe, c'est un peu plus varié. Et donc, puis ça fait partie du travail que mon équipe a fait, de dire, OK, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il peut faire en socio-professionnel, en voyant, OK, ça y prend tel outil, bon. Et sinon, il y aura les projets libellules. Donc, c'est pas juste une belle nouvelle, c'est un avancement incroyable pour l'organisme. Là. Tout à fait. Oui, c'est énorme parce que là, tu sais, on sait bien beau les former, mais s'il n'y a pas vraiment d'option après, c'est ça, c'est un peu plate. On se retrouve avec le même problème. Fait que là, c'est le fun. Il va vraiment avoir une belle continuité là, pour eux sur le plan socio-pro. Puis j'imagine que ça sécurise les parents aussi. Tout à fait. Alors, si jamais moi je suis à la maison, je suis un parent qui écoute la radio et qui a un enfant qui est atteint du trouble de l'autisme et je me dis, je veux des informations ou j'aimerais ça qu'il rentre dans le groupe, comment on fait? C'est vraiment notre page Facebook là, qui est le média de communication le plus à jour. Sinon, Intégration TSA. Oui. Sinon, on a un site internet, intégrationtsa.com. On va tout partager sur notre page Facebook vendredi de Bonheur et vice-versa aussi. Puis on accueille aussi des stagiaires. Donc, des fois, s'il y a des gens qui sont intéressés, d'ailleurs en orientation ou dans d'autres domaines. Donc, c'est une belle manière. Tantôt, on parlait là, de comment avoir de l'expérience. C'est le temps des stages, en plus. Voilà. C'est ça, exact. Donc, pensez à nous. Le message est lancé. Alors, je vous remercie les filles. Ça va vite. Je pense qu'on a quand même pu faire un beau tour de l'organisme Intégration TSA. Félicitations, vraiment, pour votre beau travail. Puis je sais que vous travaillez, oui, dans votre rôle de conseillère d'orientation, de directrice générale, mais un nouvel organisme comme ça, j'ai l'impression que vous vous donnez corps et âme pour ça. Alors, on vous souhaite bonne chance dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'en va maintenant en pause publicitaire et juste après cette pause publicitaire, on est avec notre collaboratrice de l'AQPDDC, Chantal Lepire, qui nous parle des transitions. Captez 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Étudiantes et étudiants de la région de Québec, vous avez besoin d'un coup de pouce financier pour réaliser votre projet d'études? C'est le temps de s'inscrire pour les bourses d'études Desjardins. La Fondation Desjardins et les caisses de la région de Québec s'unissent pour soutenir la persévérance scolaire. Elles offriront plusieurs bourses selon différents critères aux étudiantes et étudiants de niveau secondaire, professionnel, collégial et universitaire. Vous avez jusqu'au 31 mars 2020 pour remplir le formulaire de participation. Plusieurs bourses disponibles, une seule adresse pour s'inscrire. Desjardins.com/bourse. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3. Samedi, dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale. Radio Futura 94.3 FM vous amène un voyage au tropique. On vous présente les week-ends tropicaux. Son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en espagnol. Que comience la fiesta! Prêt à faire un tour dans les étoiles? Cette année, on devance les Perséides et on t'invite à un voyage interstellaire tout le printemps. Perséides, c'est une série de shows qui met en lumière une quantité astronomique de jeunes projets musicaux made in Québec. Il faut sortir pour les entendre briller. Pop, Cassandre et Isabelle Cormier, le 6 mars. Folk, Jérôme Casabon et Jean Do, le 7 mars. Prog, Inner Odyssey, le 26 mars. Rock, Pastel Barbeau et Taxi Blanco, le 27 mars. Au Maelstrom et au Doteuil, une présentation de Chiz et Unit Sounds. Des grands malades
Le mercredi, à Vous êtes toujours à l'écoute. 94.3, le bien-être et son versant sont en vedette. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h30 et on est dans la dernière demi-heure de Bonheur et vice-versa. Et pour cette dernière demi-heure, on va être avec Chantal Lepire qui est à l'autre bout du fil et qui nous parle cette fois-ci des transitions. Tu nous en as parlé justement dans tes nouvelles tantôt, Élise. Oui. Oh! Et voilà! Et on avait un petit bug au niveau du micro, mais oui, les transitions, effectivement, de l'école au travail, au marché du travail. Mais il y en a plein de transitions dans une vie. Exactement. Et Chantal, elle nous parle, elle, des transitions qui sont en lien, justement, avec l'école et le marché du travail, mais plus particulièrement au niveau de l'université. Alors, on la rejoint dans quelques instants. En collaboration avec l'Association québécoise des professionnels du développement. Alors, on va laisser faire le jingle pour aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui me filme présentement, puis je pense que ça me déconcentre un petit peu. Bonjour, Chantal. Bonjour, Maxime. Hey, toi, tu le vois pas, là, mais on a un caméraman aujourd'hui en studio. Ah oui, comment ça, donc? Eh bien, parce que on prépare une surprise pour nos auditeurs. Oh, mais c'est merveilleux, ça. Non, en fait, c'est parce que l'an dernier, on a gagné un prix au Gala de la vie étudiante pour le projet Bonheur et vice-versa. Et dans le fond, aujourd'hui, ils viennent prendre des extraits vidéo pour présenter au prochain gala. C'est ça. Bon, alors là, c'est focalisation, Maxime. Oui, focalisation sur Chantal, parce qu'aujourd'hui, tu nous parles des transitions et tu fais le tour, en fait, de la vie d'une nouvelle vedette qui est Jaël. Jaël, et qui est conseillère d'orientation, qui est en transition, mais qui commence à terminer sa transition. Et dans sa transition, elle a appris à mieux se connaître, puis à se donner aussi un espace créatif pour aujourd'hui partir sa pratique privée. Mais avant d'en arriver là, je vais vous parler, bien sûr, de Jaël, mais aussi de deux thèmes importants qui se dégagent de ma conversation avec elle. C'est l'importance de s'expérimenter dans une diversité d'expériences, mais aussi peut-être se permettre une errance pour mieux se situer dans nos engagements. Et là, j'imagine que la thématique de l'errance va nous l'expliquer un peu plus tard. Oui, je vais vous expliquer ça, puis je m'inspire directement de Michel Roberge et de son essai, qui est aussi conseillère d'orientation, et de son essai sur les transitions intitulé « Temps d'hiver au cœur du changement », qui a été publié aux éditions Septembre, et qui est un livre accessible là, autant aux professionnels qu'au grand public. Donc, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Et là, mais premièrement, parlons justement de cette Jaël. Mm-hmm. Donc, Jaël, peut-être nous parler un peu plus de sa scolarité et de son parcours? Ouais. Jaël, il faut dire que c'est une voyageuse, une curieuse. Là. Donc, elle est allée en Colombie-Britannique. Elle a eu un coup de foudre amical. Elle a rencontré une conseillère d'orientation qui lui a fait voir la profession d'un autre angle. Parce que Jaël avoue qu'elle avait eu une expérience qui n'était pas si concluante que ce qu'elle aurait voulu là, quand elle-même, elle avait consulté. Puis, à la base, elle ne voulait pas devenir conseillère d'orientation. Donc, c'est ce coup de foudre qui a fait en sorte qu'elle s'est projetée comme conseillère d'orientation et elle s'est engagée effectivement en 2008 dans un baccalauréat en développement de carrière à l'UQAM, suivi d'une pause comme intervenante psychosociale dans un carrefour jeunesse-emploi. Et là, elle a appris toutes sortes de choses, elle s'est expérimentée pour ensuite s'intégrer à la maîtrise en orientation à l'Université de Sherbrooke. Et par la suite, elle a intégré le marché du travail? Mais oui, elle était déjà dans le monde du travail, dans son domaine, évidemment, parce qu'elle travaillait en même temps qu'elle étudiait, mais elle a rapidement ensuite trouvé des emplois. Donc, elle a navigué dans le communautaire, ensuite dans une firme conseil en pratique privée. Ensuite, elle est allée dans le monde scolaire universitaire. Puis maintenant, elle lance sa pratique privée. Donc, c'est important de relever, on y reviendra tout à l'heure, Maxime, là, que Jaël a traversé plusieurs secteurs d'activité, elle a vécu beaucoup d'expériences en peu de temps. Et ces expériences-là, est-ce qu'elles ont été positives, négatives? Ben oui, les deux, en fait. Dans le sens où, mais oui, parce que c'est un mélange de tout ça, surtout quand on commence là, à s'intégrer dans le monde du travail pendant et après nos études. Mais évidemment, on vit des expériences qui sont validantes, donc on se retrouve, ça confirme nos intérêts, nos valeurs, nos compétences, mais en même temps, des fois, on est confronté par des situations extérieures, mais aussi en même temps par du vécu interne qui nous bouleverse parfois. Mais ça, c'est le cas de Jaël. Est-ce que tu as des exemples?
Ben oui, des exemples de GL, par exemple, ça pourrait être de se retrouver dans un milieu, dans des milieux qui lui donnent pas le temps suffisant, par exemple, avec sa clientèle, un rythme de travail qui lui sied pas tout à fait bien. Elle aimerait prendre plus de temps avec ses gens ou le faire un peu différemment ou offrir des services qui est plus en relation avec ses valeurs, par exemple. Et dans la transition, il faut prendre le temps d'expérimenter une certaine diversité, je pense, d'expériences, malgré le fait qu'il y en ait des positifs et négatifs. Mais oui, tout à fait. Et ça, c'est le message de Jaël qu'elle lance un peu. Hein. C'est que elle s'est permis de s'explorer. C'est explorer le monde du travail dans différents environnements. C'est pas juste explorer l'extérieur, mais c'est aussi s'explorer soi-même. Et c'est pas si facile que ça de savoir c'est quoi son X, qu'est-ce qui nous plaît vraiment quand on sort des bancs d'école. Et c'est tout à fait normal. Fait qu'elle souhaite communiquer aussi que changer d'emploi, donc cumuler différentes expériences, c'est quelque chose qui peut être positif. Et le changement n'est pas vu pour Jaël comme quelque chose de négatif qui pourrait dénoter, par exemple, une difficulté chez la personne. Et par la suite, justement, qu'est-ce que cette personne peut faire avec ces difficultés-là? La difficulté, par exemple, de... Bien, les difficultés qu'elle rencontre au quotidien dans ses expériences, est-ce que la diversité devient justement un moyen de dépasser cette difficulté-là à la longue? Oui. En fait, la diversité est exigeante dans un sens où elle demande beaucoup d'adaptation. Mais oui. Et ça prend une force aussi chez la personne d'être capable d'aller aller rechercher ses ressources. Donc, pour faire face à ces difficultés, au changement, c'est être en mesure de reconnaître ses ressources internes et externes et de les mobiliser. Et justement, dans cette diversité-là, on est capable d'aller donner du jus, justement, à ces ressources internes-là, de développer des compétences qui sont transférables, puis par la suite, on est capable de mieux affronter les obstacles qu'on va rencontrer. Bien, vraiment. Effectivement, encore faut-il les reconnaître et s'y arrêter. Puis, est-ce que on a des signes avant-coureurs, justement, pour les reconnaître? Ces ressources, en fait, souvent, là, ça dépend de qui on est, là, mais tu sais, souvent, c'est quand ça fonctionne pas, quand ça va pas super bien, ou qu'on est bouleversé dans des situations, c'est qu'il y a certainement une ressource là à utiliser, à aller chercher de l'extérieur ou de l'intérieur. Et les reconnaître, en fait, comment les reconnaître, c'est aussi de s'arrêter un peu sur soi, de prendre un moment aussi pour y arriver. Parce que quand on va trop rapidement, ça peut être difficile d'entendre, de voir ces signes. Et quand on est justement dans tout ça, il y a des fois il y a de l'errance qui peut se présenter, mais ça peut quand même nous aider à mieux se situer dans nos changements. Bien, exactement. Puis avant d'arriver à cette explication, ça c'est le deuxième thème qu'on est en train de passer, là, mine de rien, c'est que il y a un élément important que je veux communiquer à tous, puis qui va sûrement faire écho chez plusieurs personnes. On va parler un petit peu du fonctionnement de Jaël. Elle aime les défis, ok? Vraiment, elle aime ça être satisfaite d'elle-même. Elle est curieuse, elle aime la nouveauté, elle aime être stimulée aussi par l'intensité. Mais elle a aussi des exigences élevées. Ça, c'est elle-même qui le nomme comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, avoir des exigences élevées. Je pense que ça fait partie des professionnels du développement de carrière. On aide les gens à, justement, avoir le désir d'avoir des belles exigences pour leur futur. Donc, c'est difficile de ne pas en avoir soi-même. Oui, effectivement. Puis là, il y a exigence et exigence. Mais je vais vous mettre en perspective. C'est des exigences élevées qui peuvent être plus difficiles à tolérer ou à faire face ou qui peuvent nous nuire dans nos transitions. Ça implique la conviction là, qu'on doit absolument s'efforcer d'atteindre et de maintenir un haut niveau de perfection, quelque chose de très élevé. C'est comme une règle, c'est une prescription qu'on se donne et qu'on ne remet pas en question, en fait. Mais là, il faut s'entendre, Chantal, c'est une prescription qui est sociale, surtout. Oui. Bien, je dirais que oui et non, dans le sens où c'est une prescription qui est effectivement... On est dans une société performante, non? Oui. On est d'accord? Oui, c'est ça. Je pense que c'est les deux. C'est à la fois quelque chose qui a été, je vais utiliser un mot, internalisé, qu'on a intégré à l'intérieur de soi à partir des expériences qu'on a pu vivre étant jeune, à l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte. Donc, je pense qu'il y a un petit peu des deux.
Et justement, à travers ce moment d'errance-là, à quoi ça sert à la personne? Oui. Ben, on se met en perspective. On est dans un monde de performance. Ça va vite. Les technologies sont là. On est toujours en action. On est un peu dans le « il faut faire », « il faut réussir ». Et en même temps, effectivement, les environnements nous amènent à tout ça. Et ça peut être difficile de se donner la permission de errer. Et là, errer, ça veut pas dire rien faire. Ça veut pas dire ne pas machinalement, mécaniquement tout arrêter et se dire on se met en pause puis on fait plus rien. Non, au contraire, Michel Robert, je vais expliquer ça comme c'est un peu contacter avec le vide. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus? Parce que je suis dans le vide, justement, là. Quand on fait plein de choses, on se dit « Ah, là, il faut que je me trouve un emploi, il faut que je sois un bon professionnel, j'ai besoin de nous prouver. » On ne contacte pas avec cet espace un peu de vide, cet espace d'errance qui peut nous permettre de créer, de trouver un petit peu le sens de nous-mêmes. On est plus dans le devoir, je dois. Et arrêter ce type de prescription, ben ça peut être un peu, on peut se sentir coupable parce que c'est pas ça ce que la société nous dit dans le fond. Hein? Donc, le vide est rempli de choses, si je comprends bien. En fait, le vide, quand on se permet de l'écouter puis de le laisser aller, ça fait émerger le sens. Mm-hmm. Est-ce que c'est un peu transformer le « il faut » par « je veux »? Ben idéalement, c'est comme ça que ça devrait finir, effectivement, de s'arrêter dans le « il faut » puis de se dire, ben qu'est-ce qui aurait du sens pour moi? Et ça, Michel Roberge fait référence à Milan Kundera avec le roman « La lenteur », qui explique le lien, si vous voulez, entre la lenteur et la mémoire et le lien entre la vitesse et l'oubli. Il va donner comme exemple, un homme marche dans la rue, puis soudain, il veut se rappeler quelque chose, mais qui lui échappe. Donc, tu sais, un peu automatiquement, il va ralentir son pas pour que ça se retrace. Oui, ça fait ça de l'allure, ça? Oui. Ben, une autre personne, elle pourrait souhaiter oublier un incident pénible. Imaginez-vous dans un moment où ça va pas, mais vous pourriez avoir tendance à accélérer le pas. Comme de quoi que quand on accélère, ben on reste un peu dans l'oubli. Oui, ça fait on du est sens. plus connecté à soi. Donc, Michel Robert, c'est une conseillère d'orientation, hein? Oui. Et elle présente un atelier à la Clinique Carrière, je crois, s'il n'est pas encore passé. Bien, justement, c'est demain soir à 18h30. Si vous êtes à Montréal ou encore si vous êtes de passage à Montréal, ben venez nous voir à l'UQAM, c'est au NM 450. Hey, tabarnouche, OK. NEDM. Si vous voulez avoir des informations justement sur cette conférence-là, on a une publication qui a été publiée sur la page Facebook de l'AQPDDC. Donc, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de notre asso ou sinon du côté de la Clinique Carrière aussi. Oui, tout à fait. En conclusion... En conclusion, là, je pense que quelques petits éléments là, qui m'ont vraiment m'ont allumé dans ma conversation avec Jaël, c'est on a dans la vitesse qu'on a, il y a des moments de réceptivité nécessaires qui est un peu, ça nous demande de ralentir un peu, puis c'est de faire un retour à soi. Puis plutôt que de penser qu'on perd son temps, c'est de prendre le temps. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Et Jaël nous dit, pourquoi pas pratiquer l'autocompassion quand on est dans la performance, ou encore l'autocompassion, ou encore comment se sentir mieux face à nous-mêmes dans ce qui nous arrive, dans parfois nos échecs, nos difficultés, nos défis, ça fonctionne pas tout à fait comme on veut. Et l'autre conseil, c'est pourquoi pas profiter du pouvoir de la communication. Comment sortir de cette pression qu'on peut vivre dans nos transitions en parlant avec d'autres. C'est vraiment de beaux conseils. Vraiment, le message est lancé à nos auditeurs. Merci beaucoup, Chantal, de nous éclairer sur les sujets de la transition à chaque semaine. Ça fait plaisir. Tu es conseillère d'orientation, mais tu es aussi présidente de l'Association québécoise des professionnels en développement de carrière. Oui. Et il y a des événements. En fait, c'est une grosse année pour l'ASSO. Oui. C'est une très, très, très grosse année. Il y a plusieurs événements. Il y en a certains que je vous préserve, là, que je ne dis pas tout de suite parce que ça va aller un petit peu plus tard. Mais là, on va être présent, là, vu qu'en plus, on est à la radio de l'Université Laval, on va être présent au 5 à 7 des secteurs en orientation de l'Université Laval qui a lieu le 30 mars à l'Auditorium Jean-Paul Tardy.
ou Tardif, je ne sais pas si on prononce le F, du pavillon La Laurentienne. Donc, nous serons présents. Venez nous rencontrer, étudiants et étudiantes de l'Université Laval en orientation. On va être là pour vous expliquer c'est quoi l'association. Et le message est lancé, et quand tu utilises le 11, tu ne sais si bien faire, parce que j'y serai aussi au nom de la QPDDC, mais aussi de Bonheur et vice-versa. Fait qu'on attend tous les étudiants en orientation et dans le domaine du monde du travail en général. Oui, bien sûr. Et puis, regardez, vous irez visiter là, dans quelques semaines notre site Internet, là, mais avec Creativa, nous sommes en train de refaire une beauté à notre site. Exactement. Donc, on a vraiment hâte de voir ça. Chantal, on te souhaite un bon 2 semaines. On se retrouve dans 2-3 semaines environ. Merci, Chantal. Oui, allez, bonne journée à vous. Bye, bonne journée. Alors, on continue en chronique bien-être avec notre chroniqueuse bien-être, Karina Nadeau. Bonheur et vice-versa, complice de ton bonheur. Alors, chaque 2-3 semaines environ, Karina s'amène pour nous faire une chronique bien-être. C'est un mandat de ton stage de maîtrise. Oui. Parce que dans le fond, dans le stage de maîtrise en orientation, qui dure 1 an, vous avez des mandats organisationnels à faire lorsque tu es à la clinique de counseling, comme venir à la radio. C'est ça, c'est super varié, donc c'est vraiment le fun. Comme on le disait, c'est très varié en orientation, ce qu'on peut faire. Donc, il nous propose d'aller et explorer différentes choses. Et là, tu as décidé d'explorer la radio. C'est ça. Un peu folle, pareil. Oh, quand même. Ouais. Tu sais, je voyais Jen. C'est pas le plus facile. Comme, ça a l'air le fun. Mais ça développe de belles compétences. En effet. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même stressant à base quand tu n'as jamais fait. J'avoue. C'est des beaux défis. J'avoue, quand même. Est-ce que ça l'a aidé à ton estime de toi d'être en mesure de faire de la radio? Ben, je dirais que ça permet de le travailler, disons. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta thématique, justement, l'estime de soi. Oui. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on parle. Ben, en fait, je vais la définir un petit peu, l'estime de soi-même. On va regarder un peu quelqu'un qui a une faible estime d'elle-même versus quelqu'un qui en a une bonne. OK. À quoi ça ressemble. Puis sinon, je vais donner aussi quelques petits trucs. Puis tout ça, c'est vraiment tiré du livre Imparfait, libre et heureux de Christophe André. C'est un beau titre, déjà, là. Ouais. Premièrement, définition d'estime de soi. Oui. Donc, en gros, l'estime de soi, c'est ce que je pense de moi, comment je me sens avec ces pensées sur moi-même, puis ce que je fais de ma vie, en fait, en lien avec ça. Comment je me sens? C'est assez large. Ce que je pense de moi, comment je me sens, puis ce que je fais de ma vie avec tout ça. Oui, exactement. Donc, en gros, c'est le jugement qu'on peut avoir envers nous-mêmes, puis c'est la manière qu'on compose avec ce jugement-là. Et c'est pas tout le monde, malheureusement, qui est capable d'avoir une bonne estime de soi ou qui a une estime de soi élevée. C'est un continuum. On peut aller d'une mauvaise estime jusqu'à une très bonne estime. Oui, c'est ça. Et tu peux avoir une bonne estime de soi dans certaines sphères de ta vie et d'autres moins, tu sais. Fait qu'il y a moyen de jouer avec ça. Je pense que c'est pas quelque chose qui est nécessairement très constant dans la vie, là. Puis c'est vraiment quelque chose à développer, une ressource. Donc, de devenir solide avec soi-même, de se sentir, en fait, solide. Puis qu'importe, même si on fait des erreurs, qu'on est imparfait, de sentir, en fait, qu'on a une valeur, qu'importe. Oui, c'est ça. Donc, ça revient un peu à ce qu'on a parlé avec Chantal Lepire, en fait, là, développer un peu la bienveillance envers soi. Là. Oui, c'est ça. Je trouve tellement que c'est une belle continuité, la chronique de Chantal. On dirait qu'à toutes les fois que tu viens, c'est Chantal connaît ton sujet de chronique. Oui, c'est vraiment une belle continuité. Oui. Alors, tu pourrais peut-être nous faire la différence, justement, entre une bonne estime de soi puis une faible estime de soi. Oui, mais dans le fond, comment j'ai fait ça, c'est que j'ai relevé quelques trucs de faible estime de soi versus une bonne. Donc, par exemple, une personne qui a une faible estime d'elle-même va être plutôt focalisée sur ce qui va pas. Alors que quelqu'un qui a une quand même bonne estime d'elle-même, elle va être portée à avoir une vision globale de la situation. Donc, elle relativise un peu plus les choses. Elle voit qu'il peut y avoir des choses qui vont moins bien, mais d'autres choses qui vont mieux. J'imagine qu'elle ne fait pas juste se pointer elle-même s'il arrive quelque chose de négatif dans sa vie. Aussi, donc d'avoir vraiment la vision de l'ensemble des personnes. C'est pas une vision de lunettes roses, c'est juste qu'on voit les 2 points. Là. Ça va pas bien, mais ça va bien aussi. Puis c'est pas nécessairement de ma faute. Là. Fait Et peut-être que plus on a une estime qui est peut-être moins élevée, plus on a une lunette qui s'assombrit un peu. Voilà. Ça fait du pouce sur en fait les autres points. Donc ils vont être portés à se juger, donc un peu comme Chantal en parlait, avec des critères de sévérité, d'exigence puis de performance. Donc beaucoup dans le il faut, je devrais. Donc c'est comme très il y a comme un petit dictateur à l'intérieur de nous-mêmes qu'on peut comme être porté à écouter. Alors que la personne qui a une bonne estime d'elle-même, elle va comme être un peu plus son meilleur ami avec elle-même. Donc oui, elle a certaines exigences, c'est ce qui est comme normal d'avoir certaines de ces exigences, mais en même temps, elle va le faire avec beaucoup de bienveillance. Elle va être portée à être présente à elle-même. Puis donc, elle va être aussi tolérante. Donc, dans l'acceptation
de ses travers aussi. C'est ça, c'est un peu face à l'échec, dans le fond. Là. C'est comment tu vois l'échec. Ben, la personne qui a une bonne estime de soi pourrait voir ça comme un apprentissage. Puis, écoute, c'était la première fois, puis c'est pas grave, c'était pas bon, mais on en rit un peu. Là, tandis que la personne qui a une faible estime pourrait dire « Je suis pas bonne, je serai jamais bonne, puis ça a gâché ma vie. » Là, on va dans l'extrême, là, mais tu sais... Ouais, mais quand même, c'est un extrême qui fige parfois plusieurs personnes, donc qui ne seront pas portés à relever des défis. Et qui peut être souffrant aussi pour la personne. Très, puis, très. Malheureusement, des fois, c'est quelque chose qui peut aussi s'ancrer, devenir très rigide chez une personne. Mais j'imagine que là, on peut avoir des façons de faire évoluer cette estime de soi. Oui, exactement. Donc, je peux même donner directement des petits trucs. En fait, je peux peut-être en donner juste une petite dernière chose par rapport à... Oui. Donc, ils vont être portés à se comparer pour se rassurer ou pour se dévaloriser. OK, la comparaison, c'est un point important dans l'estime de soi. Vraiment. Mais oui. Donc, puis c'est intéressant aussi de voir que c'est soit pour se rassurer ou se dévaloriser. Donc, même la personne qui le fait pour se rassurer, ça démontre un peu un manque d'estime d'elle-même, alors qu'une personne qui a une estime d'elle-même, elle va reconnaître sa valeur tout en se voyant comme une personne qui a des qualités puis des défauts. Donc, comme tout le monde, dans le fond. Puis, un autre dernier petit point, donc elle va être portée à se focaliser sur le regard et le jugement que les autres ont sur elle énormément, même qu'elle va peut-être être portée à répondre pour les autres. Ah, c'est sûr qu'ils me trouvent nulle ou... Allons-y avec les trucs. Je vois le temps qui avance. OK, merveilleux, on y va avec les trucs. Donc, méditer. Donc, d'essayer de prendre du temps pour prendre du recul avec soi-même pour accueillir qu'est-ce qui est là. Donc, l'entièreté de l'expérience. Prendre pour des méditer, petits breaks. on peut avoir justement des méditations guidées, des méditations avec des professeurs. Il y a tellement de choses qui se font maintenant. Là. Oui, exactement. Donc, juste prendre, puis définition large, ben en fait, simple, prendre un temps pour observer, prendre un break. Qu'est-ce qui est là, puis on sort du mode automatique, puis on réoriente d'une manière qu'on souhaite vraiment. C'est ça. Un autre truc, développer l'acceptation de soi. Donc, dire, on peut, puis pour ça, on peut se dire oui dans sa tête. Donc, oui, c'est comme ça, puis c'est correct, j'accepte. Travailler aussi à accepter l'idée du pire ridicule, puis de dire oui. C'est OK, c'est le pire ridicule. OK, fait que là, aujourd'hui, Maxime, tes problèmes de console, c'est pas grave, on s'en fout. Hein? Bon, c'est un peu à l'extrême de il n'y a pas mort d'homme. On est bien, tout est beau. C'est un peu ridicule, puis c'est pas grave. T'sais. Exactement. Une autre chose, c'est ne plus juger, puis un peu comme tu disais tantôt, Élise, donc d'utiliser l'humour. Donc, au lieu de se double flageller, j'ai fait une erreur, puis en plus de ça, je me juge. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Ben, de se dire, hey, c'est OK. Donc, de prendre un temps pour en fait, d'abord de voir le jugement, puis de se dire, j'arrête, je me juge pas, j'en ris. Se parler avec bienveillance, donc une autre clé. Puis pour ça, on peut s'offrir des rendez-vous avec soi-même, donc un peu avec la méditation, mais s'offrir des rendez-vous pour se dire oui à ce qui est là, à ce qui a été là dans la journée, pour se demander qu'est-ce qu'on veut maintenant. Donc de reprendre, de se réorienter justement, s'offrir une intention pour le lendemain. Puis en même temps, dire merci envers qu'est-ce qu'on a pu apprendre. Puis s'offrir un cadeau aussi. Ouais. Tu sais, juste s'offrir une journée à soi toute seule à quelque part, un restaurant, tu sais, juste de se l'offrir à soi. C'est ça. Donc être reconnaissant aussi de ce qu'on a. T'sais. Toujours en arrière de ça, décider de devenir notre meilleur ami. Puis d'ailleurs, c'est un des prochains points. Donc, de vraiment décider de se dire, hey, je deviens mon meilleur pote, c'est avec moi-même que je vis tout le reste de ma vie. Donc, et de justement mettre loin de soi les personnes qui sont toxiques le plus possible. Bien, c'est ça aussi. Donc, toutes les idées que les autres peuvent avoir sur nous, tantôt on en parlait, des médias, donc l'idée de performance, puis tout ça. Donc, de se dire, hey, c'est quoi là que ce que je vois est en train de m'enseigner? Est-ce que je décide de l'accepter ou de pas l'accepter? Et donc, là, on parle de ça, puis moi, je me dis, Karina, mon Dieu, c'est tellement un gros travail. Dans le fond, ça se fait pas en claquant des doigts. Non, c'est ça. C'est justement la petite conclusion que je voulais faire, c'est de vraiment pratiquer. C'est pas du jour au lendemain qu'on développe l'estime de soi. Des petits pas, puis de vraiment le faire. De vraiment le faire, c'est ça le conseil. Faites-le. C'est ça. Prenez le temps. Prendre le temps d'accepter, de travailler vraiment avec qu'est-ce qui est là. Donc, c'est les conseils du jour de Karina. Alors, si on peut peut-être avoir des informations sur le livre et tout ça, on pourrait peut-être le mettre dans notre publication. Ce serait une super idée vraiment là, pour se découvrir puis se construire excellent livre. C'est un livre qui vaut cher? Ou... Non, je pense que c'est dans les 10 $. C'est Christophe André, là, c'est vraiment un petit cadre, c'est vraiment bien. Oui, faites-le. Bon investissement. Les filles, c'est déjà la fin de l'émission. Oh. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa.
Alors, encore une émission qui a roulé à toute allure. On a eu un très beau listing aujourd'hui, Élise, et on remercie nos invités. Oui, nos invités Marie-Pierre Laviolette et Julie Lahaye de Intégration TSA. Nos collaborateurs de Septembre Éditeur, Annick et Lucie. Puis Chantal de l'AQP DDC avec notre chroniqueuse saisonnière, Karina. Et justement, en parlant de Septembre Éditeur, on avait un beau concours cette semaine. Oui, c'est vrai, le tirage. Et on avait un concours justement pour gagner le livre de Marie-Ève Lessine, Entreprendre en conscience. À toutes, je vous dirais, les fois que Septembre Éditeur vient ici, on fait tirer un de leurs livres et c'est vraiment très apprécié, nos auditeurs. On a gardé le suspense jusqu'à la fin. On a gardé le suspense jusqu'à la fin et là, c'est dévoilé. Alors, on y va avec un roulement de tambour, les filles. Alors, la grande gagnante est nulle autre que Marie Laberge. Bon, félicitations, Marie. Yeah, bravo. On va communiquer avec toi dans les prochains jours pour t'envoyer ton livre. Et on a une autre nouveauté. Puis ça, c'est un peu à cause de toi, Karina. Ah oui? Oui, c'est à cause de toi. Tu as travaillé fort. YouTube. Oui. Toutes les émissions sont sur YouTube. Exactement. Alors, toutes les émissions de Bonheur et vice-versa de la saison 1 à aujourd'hui sont... aujourd'hui va être là dans quelques jours, on s'entend. Mais sont sur YouTube. Crème, allez écouter ça. Alors, c'est un rendez-vous. On va sur YouTube, on clique Bonheur et vice-versa et on a toute la panoplie de nos belles émissions. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle avancée parce que sur le site de Chiz, qu'on aime beaucoup, mais on avait juste nos 10 dernières émissions, puis on a souvent des demandes pour les autres émissions. Elles sont toutes là. Exact. Ah, génial. Première expérience de co-animation aujourd'hui, Élise? Ça a bien été. Toujours plaisant. En fait, on a beaucoup d'invités inspirants, fait qu'on a le goût de jaser longtemps. Exactement. C'est ça va toujours un peu trop vite. Ben moi, je te félicite. Merci. Tu es capable de prendre la balle et tout ça. Première expérience. On a su ce matin que la co-animatrice était malade. On s'arrange. La glace, le jazzler. Je pense que... Puis on espère que Jen va se rétablir bientôt. On salue Jennifer Gagné, qui est habituellement co-animatrice, qui était bien triste de ne pas être avec vous aujourd'hui, chers auditeurs. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, à l'émission, on a encore une très belle brochette d'invités. Marie-Ève Lessine, collaboratrice. Samuel Ladouceur, qui est le VP Affaires académiques à l'assaut de l'orientation de l'Université Laval. Et Éric Boulay, de l'organisme L'Aube-Rivière. On parle aussi avec José Landry, faut pas l'oublier. Hey, bonne semaine, les filles! Bonne semaine! Bye bye! Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, de l'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV. Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de gratis. Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message. Sport Opus vient d'ouvrir ses portes à Sainte-Foy. Que ce soit pour la location ou l'achat d'équipements de sport neuf ou usagés, Sport Opus est le meilleur endroit pour économiser. Profitez de rabais en magasin en nous rapportant vos articles de sport usagés en échange de crédits en magasin. Avis aux étudiants, nous avons un cadeau gratuit pour vous. Sport Opus Sainte-Foy, 2323,